Mohan Taraj, juriste et créatrice du podcast L'Iran décrypté, qui, grâce à ses connaissances et à ses recherches approfondies, elle a lancé ce podcast d'une grande qualité qui s'appelle L'Iran décrypté, très utile pour celles et ceux qui souhaitent comprendre la situation géopolitique et les enjeux des droits humains en Iran. Elle a récemment donné une excellente interview au magazine Femmes Actuelles que je conseille à tous de lire. Permettez-moi de commencer par un aperçu général de la situation des droits humains en Iran, une situation qui s'est dramatiquement dégradée au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, le régime iranien intensifie sa politique de répression, notamment par une augmentation alarmante du nombre d'exécutions. La principale crainte du régime reste la possibilité d'un nouveau soulèvement populaire, en particulier après l'insurrection de 2022 et plus récemment dans le contexte régional extrêmement tendu. Au cours de l'année écoulée, plus de 1700 personnes ont été exécutées, un chiffre effrayant qui illustre l'escalade de la violence d'État. Parmi ces 1700 exécutions, 57 sont des femmes, un chiffre qui constitue à lui seul un record mondial. Même dans les pays où la peine de mort est encore en vigueur, l'exécution de femmes reste extrêmement rare et isolée. En réalité, dès les premières années de sa prise de pouvoir, le régime iranien s'est distingué par des lois profondément misogynes, faisant de la répression des femmes l'un des principaux outils pour imposer son autorité. À ce stade, j'aimerais tout d'abord remercier Mohan pour sa participation à notre visioconférence et l'inviter en tant que juriste à nous éclairer sur ces lois discriminatoires et à nous présenter l'approche juridique qui révèle la misogynie institutionnalisée du régime des mollahs. Mohan, c'est à toi. Voilà, je pense que c'est bon maintenant, vous pouvez m'entendre. Mais... Merci Azadeh pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a indiqué Azadeh, je suis donc Mohan Taraj, juriste d'origine iranienne, militante sur les droits humains en Iran, notamment au sein du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, le CSDHI, et également donc la créatrice du podcast L'Iran décrypté, qui est un podcast d'entretien sur l'actualité, les enjeux politiques liés à l'Iran, ainsi que la résistance iranienne. Alors, l'Iran des mollahs est un pays où les droits des femmes sont bafoués. Donc, cette oppression, elle est institutionnalisée. La misogynie du régime, elle repose en réalité sur un cadre, un système d'État discriminatoire à l'égard des femmes. Et tout cela est basé sur une interprétation extrémiste de la religion, l'islam. Je vais me concentrer pour cette intervention ce soir sur deux crimes institutionnalisés par l'État iranien. D'une part, le mariage forcé des filles mineures et d'autre part, les crimes dits d'honneur ou féminicides. Alors, en Iran, le mariage des enfants n'est pas une dérive marginale. C'est une pratique qui est légalisée par l'État. Elle est organisée par la loi et renforcée de fait par la pauvreté massive que subit la population dont le régime est responsable de cette pauvreté. Depuis 1979, les mollahs ont entièrement remodelé le droit du mariage selon leur idéologie extrémiste. En 1982, l'âge légal du mariage a été abaissé à 9 ans. Et il a été modifié. Aujourd'hui, il est officiellement fixé à 13 ans pour les filles, mais officiellement. Pourquoi ? Parce que des dérogations permettent toujours des mariages dès l'âge de 9 ans, voire avant. En 2024, le régime a cessé de publier les statistiques sur les mariages d'enfants. Ce choix n'est pas anodin, bien sûr. Ça vise à masquer ce phénomène massif. Les chiffres que nous avons, dont nous disposons, antérieurs à 2024, sont, eux, sans appel. Donc, sur l'année 2017, par exemple,
il y a eu plus de 234 000 mariages qui ont concerné des filles de moins de 15 ans, dont près de 200 étaient âgées de moins de 10 ans. En 2020, un responsable officiel du régime des Mollahs a reconnu qu'il y avait entre 500 000 et 600 000 mariages d'enfants par an, sans même compter les unions non déclarées. Une fois mariées, ces filles perdent tous leurs droits. La loi des Mollahs impose l'obéissance absolue au mari. Elles ne peuvent ni étudier, ni travailler, ni quitter leur domicile sans autorisation. Et par ailleurs, les violences conjugales ne sont pas reconnues juridiquement par le régime. Donc, autrement dit, l'État les abandonne entièrement à leurs bourreaux. Les conséquences sont désastreuses. On constate de nombreuses grossesses précoces à haut risque, des dépressions, des tentatives de suicide, des déscolarisations. Pour illustrer ce phénomène tragique, je voudrais vous partager quelques exemples récents. En mars dernier, Fatemeh Soleimani, âgée de 12 ans, s'est suicidée après avoir été forcée d'épouser un membre de sa famille. En août 2024, Shima Ramesh, 14 ans, s'est donné la mort après un mariage imposé à l'âge de 13 ans. Fatemeh Muradpour, 15 ans, s'est suicidée après avoir été contrainte d'épouser un homme de 40 ans. Et puis, il y a l'exemple très récent de Goli Kukan, aujourd'hui âgée de 25 ans. Elle a été mariée à l'âge de 12 ans, mariée de force à l'âge de 12 ans. Elle est devenue mère à l'âge de 13 ans. Elle a été battue par son conjoint pendant des années, analphabète, sans avocat. Elle est aujourd'hui condamnée à mort pour la mort de son bourreau de mari. Elle est emprisonnée depuis l'âge de 18 ans. Donc, son seul crime est d'être née femme dans un système qui légalise le mariage d'enfants, puis en réalité écrase celles qui tentent de survivre comme Goli. Je voudrais maintenant aborder une autre violence à l'égard des femmes en Iran, tout aussi institutionnalisée. Il s'agit donc des crimes dits d'honneur. Ces crimes sont en réalité des meurtres commis par un père, un frère ou un mari sous un prétexte de contrôle moral. En Iran, ces crimes sont juridiquement facilités par l'État. Le code pénal du régime des Mollahs prévoit notamment qu'un père qui tue sa fille ne risque pas la peine de mort. Ou encore, un mari peut tuer sa femme en cas de soupçon d'adultère. Et dans de nombreux cas, l'auteur bénéficie d'une quasi-impunité. Les prétextes de ces crimes sont très souvent les mêmes. Le refus d'un mariage, le fait que la femme demande le divorce, ou parce qu'elle a été vue avec un autre homme. En 2020, Romina Ashrafi, 14 ans, a été décapitée par son propre père. Il n'a écopé que de 9 ans de prison. En 2022, Minou Majidi a été assassinée par son mari pour avoir demandé le divorce. Les mariages forcés, les crimes d'honneur et toutes les violences contre les femmes ne sont en réalité que les symptômes d'un même système. Un régime théocratique profondément misogyne qui a institutionnalisé l'oppression à l'égard des femmes. Les Mollahs réduisent les femmes au statut d'objet et nient leurs droits les plus élémentaires. Le résultat de ce qu'engendre ce système, de ce régime théocratique, ce sont donc les féminicides, la répression et un record mondial d'exécutions de femmes. Azadeh l'évoquait en introduction, 57 exécutions en une année. Depuis près de 5 décennies, des milliers d'opposantes ont été exécutées, ce qui illustre une stratégie du régime des Mollahs qui, en réalité, attaque la dignité et la vie même des femmes. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Azadeh pour annoncer la prochaine intervenante. Merci beaucoup, Morane, pour ces explications. En fait, nous parlons d'un régime dont toute la structure juridique repose sur la répression des femmes.
il est également important de souligner qu'au-delà des crimes ordinaires, comme tu l'as dit, la répression la plus sévère vise les femmes qui protestent en fait, qui combattent cette situation. Celles qui ont contesté le régime, refusé son idéologie rétrograde et qui ont été condamnées à mort uniquement pour leurs convictions et leur prise de position. Et c'est pour cela qu'à présent, j'aimerais donner la parole à Simine Nouri, présidente de l'Association des femmes iraniennes en France, qui suit chaque année de très près les statistiques liées à la répression des femmes pour des raisons politiques en Iran. Simine, je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Merci Azadeh de me donner cette occasion. Merci d'avoir, dans ton introduction, parlé de notre association qui j'avais préparé pour présenter, mais finalement, tu as dit l'essentiel, sachant que notre association a une très longue histoire de militantisme en faveur des femmes et des fillettes, des enfants en général, mais des fillettes surtout en Iran. Et comme tu as expliqué, depuis 2005, nous publions un bulletin d'information mensuel consacré à la situation des droits humains en Iran, qui est diffusé sur notre blog. Et face à l'aggravation de la situation actuelle en Iran, ce bulletin est devenu bimensuel à compter du 1er janvier 2025. Donc, ça demande beaucoup de travail parce qu'on cherche, mais on regarde les chiffres qui font très, très mal, mais il faut vérifier tout. Il faut, donc, probablement, ceux qui nous écoutent voient bien qu'il y a une différence entre les chiffres normalement suivant les associations des droits humains. Mais sachez que ce que nous publions, c'est vérifié à maintes fois. Et notre association, donc sur blog, vous pouvez trouver ce bulletin ainsi que sur Facebook, X et LinkedIn. Alors, Moran a très bien parlé de la misogynie du régime, mais il faut se demander pourquoi ce régime est-il misogyne. Il est qualifié de misogyne parce que son système juridique, politique et social impose une discrimination institutionnelle et systématique contre les femmes. Cette discrimination est fondée sur une interprétation rigoriste de la charia, loi islamique, telle que c'est défini par Khomeini et ses successeurs. Dans l'islamisme chiite khoméiniste, le pouvoir suprême appartient au guide suprême, considéré comme infaillible en matière religieuse et politique. La constitution iranienne qu'on a parcourue dès le début de notre fondation, notre ONG, la constitution iranienne, article 110 et les lois dérivées, place la femme sous tutelle masculine et définissent avant tout comme épouse et mère, jamais comme individu autonome égal à l'homme. Donc, l'Iranienne ne peut pas devenir guide suprême, ni présidente de la République, ni juge. Les femmes sont systématiquement écartées des postes de pouvoir réels. La présence des femmes au Parlement, au Majlis iranien, actuellement est à moins de 6%, est infiniment faible. Elles sont très largement discriminées
dans presque tous les domaines du droit civil, comme c'est très bien Mohan, héritage, témoignage, mariage, divorce, garde des enfants. Le port du hijab islamique intégral est obligatoire sous peine d'amende, de prison ou de flagellation. Cette obligation est justifiée par l'idée que le corps féminin est intrinsèquement source de tentation, d'après Khomeini Fetne, et doit être contrôlé par l'État. La misogynie du régime n'est pas un accident culturel ou un simple conservatisme traditionnel. Elle est constitutionnelle, théologico-juridique et délibérée. Elle repose sur l'idée que l'inégalité homme-femme est ordonnée par Dieu et que l'État islamique a le devoir de l'imposer par force. C'est pourquoi même les soi-disant réformateurs modérés, comme en Occident on les appelle comme Khatami ou Rouhani, n'ont jamais remis en cause les fondements de ce régime, c'est-à-dire la tutelle masculine ou le hijab obligatoire. Et que ces lois reviendraient à toucher, si vous voulez, le corps idéologique du régime lui-même. La combinaison d'apartheid, de genre légalisé et de répression brutale fait du système iranien l'un des plus ouvertement et férocement misogyne au monde aujourd'hui, dans le but de contrôler la société, empêcher l'émancipation féminine et d'étouffer toute forme de contestation. Mais attention, l'égalité, en revanche, est effectivement réelle dans le domaine pénal. Hommes et femmes sont sanctionnés, châtiés et exécutés pour les mêmes infractions. Cela montre l'hypocrisie de la dictature religieuse en matière d'égalité de sexe. Toute revendication d'égalité et de justice est traitée comme une guerre, entre guillemets, contre l'islam et contre la révolution. Des milliers d'Iraniennes sont en prison pour avoir défié l'ordre moral imposé, pour avoir réclamé justice ou défendu les droits humains. Chaque histoire met en lumière l'usage des peines disproportionnées, de torture et de jugements truqués pour briser la résistance. La pression exercée sur les femmes, engagées surtout dans la résistance, est maximale. C'est pourquoi j'ai eu énormément d'exemples, mais comme on n'a pas le temps, j'ai sélectionné 3 exemples emblématiques de femmes persécutées par le régime iranien, les exemples les plus récents. Le premier s'agit de Mariam Akbari Monfaret, prisonnière politique détenue depuis plus de 16 ans. Arrêtée le 29 décembre 2009 lors des manifestations post-électorales, Mariam, mère de 3 filles, a été condamnée d'abord à 15 ans de prison pour avoir osé réclamer justice pour ses 3 frères et sa sœur exécutés par le régime. Ali Reza en 1981, Gholam Reza torturé à mort en 1985 et Abdel Reza et Laurier lors du massacre des prisonniers politiques en 1988, tous accusés d'appartenir à l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Malgré la fin de sa peine le 12 octobre 2024, l'année dernière, sans un seul jour de permission, même médicale, en 15 ans, le régime a empêché sa libération en la condamnant à 2 ans de plus. En juillet 2024, le régime confisque ses biens familiaux et l'accuse de propagande contre le système et l'insulte au leadership.
Elle est transférée à la prison de Semnan en exil, en exil à celle de Rarchak, notoire pour ses tortures et l'insalubrité. Elle écope 2 ans de prison supplémentaire pour troubles à l'ordre public. L'ex-rapporteur spécial de l'ONU sur l'Iran, professeur Javid Rahman, cite son cas en juillet 2024 comme exemple de crime d'atrocité, harcèlement psychologique et physique pour punir les familles des dissidents. En janvier 2025, plus de 60 prisonnières politiques exigent sa libération immédiate. Mariam Akbari Monfared incarne la vengeance intergénérationnelle du régime contre les femmes qui osent défier son impunité. Mon deuxième exemple concerne Somaye Rachidi, 42 ans, ouvrière du textile issue d'un milieu modeste, devient malgré elle un symbole de la colère ouvrière et féminine contre le régime de Khamenei. Non militante au départ, elle est arrêtée le 15 avril 2025 à Téhéran pour avoir écrit un slogan contestataire sur un mur. Elle a écrit « Les travailleurs sont éveillés et haïssent le Shah et les mollahs » qui mêlent rejet de la monarchie passée et de la théocratie actuelle. Symbolise le ras-le-bol des classes populaires face à l'exploitation économique et à la répression politique. Battue lors de son arrestation, Somaye subit des traumatismes crâniens. Accusée de propagande contre l'État, elle passe par la prison d'Evin avant d'être transférée à la prison de Rarchak, tristement connue pour ses conditions inhumaines. Souffrant d'épilepsie, son état se détériore rapidement. Crises répétées, infections, malnutrition. Malgré l'urgence médicale, les autorités refusent de la transférer à l'hôpital. Quand elle y est finalement conduite en septembre 2025, les médecins constatent des lésions cérébrales irréversibles et une septicémie. Elle est renvoyée en prison malgré son état et retombe dans le coma. Somaye meurt le 25 septembre 2025 après plusieurs jours en soins intensifs, sans autopsie indépendante, et son corps est rendu à la famille sous forte surveillance. 45 prisonnières politiques dénoncent un meurtre délibéré par déni de soins. Des ONG comme Amnesty International relaient ces accusations. Sa mort déclenche des protestations en prison, des mobilisations internationales et des actions clandestines à l'intérieur du pays. Javid Rahman encore cite son cas comme exemple d'une politique de mort lente contre les dissidents. Somaye, ouvrière anonyme devenue symbole, incarne la révolte des femmes et des travailleurs contre un système répressif et classiste. Son nom circule désormais dans les grèves, les slogans et les actes de désobéissance civile. Notre troisième exemple concerne Zahra Shahbaz Tabari, l'ingénieur condamné à mort pour un slogan. Zahra, 67 ans, dont le parcours professionnel exemplaire contraste violemment avec la persécution qu'elle subit. Elle est membre de l'Organisation des ingénieurs iraniens, titulaire d'un master en énergie durable de l'Université de Borås
en Suède et diplômée de l'Université industrielle d'Ispahan en Iran. Le 16 avril 2025, les agents de sécurité font irruption à son domicile à Rasht, au nord de l'Iran, la traînant manu militari vers la prison de Lacan. Dans un procès express, en une visio-audience de 10 minutes, le tribunal de Rasht condamne Zahra Tabari à mort, sans qu'elle puisse avoir accès à l'avocat de son choix. La sentence de peine capitale pour corruption sur terre et collaboration avec l'ennemi, avoir des liens avec l'Organisation des Moudjahidines du peuple et soutien au mouvement des femmes est fondée sur des preuves dérisoires, comme un morceau de tissu portant le slogan « Femmes, résistance, liberté » et un message vocal où elle dénonce l'apartheid de genre. Un exemple de l'absurdité et la brutalité des procédures judiciaires contre les femmes. À 67 ans, Zahra incarne la vengeance du régime contre la voix féminine éduquée et indépendante dans un contexte de plus de 1700 exécutions en 2025. Veuve et mère, Zahra Tabari est une cible idéale. Son statut d'ingénieur occidentalisé la rend suspecte aux yeux des mollahs. D'après son fils, Soroush Samak, qui vit en Suède, ces condamnations à mort ne font qu'alimenter la colère du peuple. Ma mère n'a pas peur de mourir et nous sommes fiers de son courage. C'est une femme courageuse, consciente et audacieuse dont la bravure effraie le régime. Zahra elle-même, dans un message, a écrit « Ils veulent effacer les femmes comme moi, qui osent penser au-delà du voile et des chaînes. » Lors de son audience, elle a crié « Ceci n'est pas un jugement, c'est une vengeance contre les femmes libres. » Voilà. Pour votre information, il y a une déclaration en circulation actuellement pour Zahra qui est intitulée « Femmes, résistance, liberté, sauver Zahra Tabari de son exécution en Iran ». Cette déclaration a déjà à ce jour réuni la signature de 250 femmes éminentes à travers le monde, dont je vous donne quelques noms de nos compatriotes françaises: Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, Ingrid Betancourt, ancienne sénatrice et candidate à la présidence colombienne, Joëlle Garriaud-Meylam, ancienne sénatrice, ancienne présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Dominique Attias, vice-bâtonnière de Paris 2015-2017, présidente du conseil d'administration de Fondation Avocats Européens, Nicole Mathieu, directrice de recherche émérite au CNRS, ainsi de suite. Il y a beaucoup de noms. Voilà, Azadeh, c'est ce que je voulais dire et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci infiniment, Simine, pour cet éclairage très important, essentiel, et surtout pour ton engagement constant. Ton analyse nous permet de mieux comprendre la réalité sur le terrain et les enjeux auxquels les femmes iraniennes sont réellement confrontées. Alors, je propose, étant donné que tu as parlé de Zahra Tabari, qu'on regarde, qu'on écoute plutôt un extrait audio des propos de Zahra enregistrés depuis l'intérieur d'une prison en Iran. This is a voice calling for justice and freedom.
They sentenced me to death penalty just by a single word called Mavi. This is just enough to sentence all those who are politically opposite or even with their own mental beliefs to this penalty. I applied for bail, but I don't rely for further process to reverse it. I rely on you as a jury member of my trial in worldwide court hall. To me, it's not a matter of saving life of an individual, but saving lives of many others. Just a small step for saving a life carry us to a movement in order to condemn human rights violence in this world, in this corner of the world. So please raise your voice for justice and freedom on behalf of us. Thank you all. Nous avons écouté le message de Zahra qui est très clair. Elle demande qu'on soit la voix des sans-voix à l'intérieur de l'Iran et surtout à l'intérieur, enfin derrière les barreaux, dans les prisons iraniennes. Alors, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a près de 70 prisonniers politiques qui se trouvent sous le coup d'une condamnation à mort. Et parmi eux, 17 ont été condamnés uniquement pour leur lien supposé avec le mouvement d'opposition organisé, en particulier avec la résistance iranienne. Plusieurs cas doivent être mentionnés. Alors, il y a Ehsan Falidi, c'est un étudiant de 22 ans. Il y a également Vahid Bani Amerian et Pouya Robadi. Ce sont deux jeunes talents et espoirs de notre pays. Et tout récemment, Mohammad Javad Vafaïsani, qui est champion et entraîneur de boxe, il a été transféré justement samedi dernier à l'isolement et il est susceptible d'être exécuté vraiment à tout moment. Son cas est emblématique parce que le régime iranien souhaite faire de lui un exemple pour intimider la jeunesse et décourager toute forme d'engagement organisé. Nous avons mené une campagne très large en sa faveur qui a reçu un soutien important de la part de la communauté sportive. À ce sujet, un court extrait a été diffusé sur la chaîne BFM TV que nous allons vous montrer ici. Plusieurs athlètes olympiques appellent l'Iran à suspendre l'exécution d'un champion de boxe. Mohamed Javad Vafaïsani, 30 ans, a été condamné à mort en 2022 pour avoir participé 3 ans plus tôt à des manifestations dénonçant la hausse du prix du carburant en Iran. Rassemblements lors desquels il lui est reproché d'avoir participé à des incendies criminels. Il est également accusé par le régime de soutenir un groupe d'opposition. Plusieurs organismes de défense des droits de l'homme avaient alors dénoncé un procès gravement inéquitable. Décrit comme un champion de boxe reconnu dans sa région natale par l'ONG Iran Human Rights, Mohamed Javad Vafaïsani a passé 5 ans en prison où il aurait été torturé et maintenu à l'isolement. Toujours sous le coup d'une exécution, le sportif iranien a reçu le soutien de plusieurs athlètes, dont une vingtaine de médaillés olympiques. Dans une lettre publiée dimanche 9 novembre, il condamne l'exécution du boxeur et demande son annulation. Le sport est censé inspirer l'espoir, l'unité et le courage. L'exécution d'un champion pour ses opinions politiques est une attaque directe contre ses valeurs et un avertissement pour tous les athlètes qui osent s'exprimer. Nous appelons les Nations Unies, les fédérations sportives internationales et les gouvernements à agir immédiatement pour sauver la vie de Mohammad Javad. Les signataires évoquent également la hausse des condamnations à mort en Iran, qu'ils considèrent comme un outil d'oppression. Ils rappellent notamment le cas du lutteur Navid Afkari, exécuté en 2020 pour avoir participé à des manifestations. Selon Amnesty International, l'Iran est confronté à une crise des exécutions qui a atteint des proportions effroyables. En 2024, l'organisme a recensé 972 exécutions dans le pays, un chiffre record depuis 2015. Cette année, plus de 800 personnes ont déjà été exécutées. Eh bien voilà, il s'agit, nous menons une campagne d'envergure pour l'un des 70 champions, chacun ayant sa propre histoire en fait, et le régime cherche à les exécuter. Mais en fait, comment pouvons-nous être utiles? Quel rôle on peut jouer à distance? En réalité, nos campagnes menées avec d'autres organisations de défense des droits humains ont
ont eu un impact très sérieux et direct sur la prévention des exécutions politiques. Depuis le début de l'année, plus de 50 prisonniers politiques étaient sous menace d'exécution et le régime n'a pu en exécuter que 2, profitant de la couverture sécuritaire durant les 12 jours de la récente guerre. C'est donc un combat difficile et intense pour sauver des vies. Au CSDHI, nous cherchons à mener des actions ciblées et efficaces en France. Par exemple, au cours de l'année écoulée, nous avons lancé une vaste campagne pour appeler à l'arrêt des exécutions en Iran auprès des maires français, campagne à laquelle certains d'entre vous ont contribué et à ce jour, nous avons recueilli 1500 signatures. Nous avons également organisé plusieurs expositions dans différentes mairies de Paris et d'Île-de-France. Plusieurs conférences ont été tenues avec des personnalités importantes des droits humains, dont la dernière à la mairie du 17e arrondissement, où est intervenu Monsieur Jawed Rahman, l'ancien rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits humains en Iran. Nous avons organisé de grandes manifestations le 8 février dernier à Paris avec d'autres associations iraniennes, environ 20 000 participants et puis une mobilisation encore plus importante le 6 septembre à Bruxelles et nous envisageons une très grande manifestation qui aura lieu au mois de février. Ainsi, nous faisons entendre notre voix dans toute l'Europe et nous permettons pas au régime iranien de continuer ses crimes dans le silence. Il existe donc de nombreuses actions efficaces que nous pouvons mener depuis l'étranger pour sauver les prisonniers politiques. Chacun d'entre vous peut contribuer, notamment dans les domaines que j'ai cités, par exemple, obtenir le soutien des maires de vos communes afin d'atteindre l'objectif de 2000 signatures pour un impact médiatique accru, ou bien aider à organiser des expositions dans vos mairies et participer vous-même aux manifestations que nous organisons. Et finalement, contribuer et aussi contribuer financièrement aux campagnes que nous menons si vous ne pouvez pas participer sur le terrain, car chaque exposition, manifestation et action a un coût, bien entendu, important. Je mettrai également l'adresse email de l'association dans les commentaires. Vous voyez aussi qu'il est affiché derrière moi. Chacun d'entre vous peut nous contacter pour nous aider dans l'un de ces 3 domaines. Donc, nous arrivons maintenant au débat. On peut ouvrir la partie discussion et répondre à vos questions. Donc, la parole est désormais au public. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à demander la parole. Et puis, je les transmettrai à Simin ou Mohan selon le sujet qui peut concerner chacune d'entre elles. Voilà. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, en tout cas, merci pour vos interventions. En tant que juriste en droit international, je m'interroge sur les leviers juridiques réellement mobilisables aujourd'hui au niveau européen qu'on pourrait mettre en place et quels mécanismes concrets au-delà des résolutions et déclarations peuvent, selon vous, renforcer l'effectivité de la protection des droits des femmes en Iran? Merci Sarah pour votre question. Alors, est-ce que Mohan, tu voudrais répondre à cette question étant donné que c'est le domaine juridique qui est concerné? Est-ce que tu peux ouvrir le micro? Et je demanderai… Oui. C'est bon. Je peux contribuer à la réponse à cette question. Merci Sarah.
Alors, déjà, je pense que toutes les résolutions qui sont obtenues de condamnation vis-à-vis du régime des mollahs sont extrêmement importantes. Donc ça, c'est des leviers importants. Je signale que dernièrement, il y a quelques semaines, il y a eu l'ONU via un comité spécial qui a reconnu le massacre des prisonniers politiques de 1988 comme étant un crime contre l'humanité. Ça, ce sont des étapes extrêmement importantes pour mettre la pression sur le régime des mollahs et réclamer que les responsables de ce régime puissent être traduits devant les juridictions internationales pour ces crimes contre l'humanité. Alors, moi, pour moi, l'action la plus importante, en fait, qui serait extrêmement efficace, l'une des actions, ce serait que les États occidentaux conditionnent la conduite de la poursuite de leurs relations diplomatiques et économiques avec le régime des mollahs à la fin des exécutions en Iran. Ça, ce serait vraiment une étape extrêmement cruciale. Pourquoi? Parce que les exécutions, pour le régime des mollahs, c'est un outil de survie. C'est grâce à ça qu'ils se maintiennent au pouvoir d'année en année. Et si on arrive, et parce qu'on l'a vu, on en a été témoin, alors moi je n'étais pas née à l'époque du Shah, mais c'est lorsque le régime du Shah, lorsqu'il a reçu des instructions des États-Unis de plus respecter les droits de l'homme et de ne pas torturer les prisonniers politiques, etc., c'est là où il a commencé à décliner et s'affaiblir et a finalement été renversé. Donc, je pense que ce point-là, il est extrêmement important d'obtenir, en fait, de conditionner la poursuite des relations diplomatiques et économiques avec le régime des mollahs à la fin des violations des droits humains, en particulier à la fin des exécutions. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point que je veux évoquer, c'est de mettre le corps des gardiens de la révolution islamique, les classer sur la liste des organisations terroristes. Ça, c'est aussi extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce corps des gardiens de la République islamique est un organe crucial pour le régime des mollahs. C'est lui qui contrôle la vie économique, la vie militaire, enfin, énormément d'aspects du régime des mollahs. C'est grâce à cela que le régime se maintient. Et le fait de classer cette organisation sur la liste des organisations terroristes conduirait à affaiblir de nouveau le régime des mollahs. Et en fait, cet affaiblissement entraînerait voilà, après, il est difficile de prédire sous quel délai, timing, mais de fait, un affaiblissement du régime des mollahs faciliterait pour le peuple iranien et la résistance iranienne le fait d'y mettre fin et de renverser le régime actuel. Ça, c'est deux éléments qui me viennent comme ça pour moi qui seraient très efficaces, c'est-à-dire affaiblir le régime, le fait de placer le CGRI dans la liste des organisations terroristes et ce que j'évoquais précédemment également. Donc, je ne sais pas si Azadeh et Simine ou d'autres intervenants présents ce soir. Merci Morane pour ta réponse. Merci beaucoup. Très important tout ce que tu as dit et je pense que d'ailleurs les amis présents d'ici en fait afin de pouvoir affirmer cette volonté, c'est-à-dire de stopper les exécutions en Iran en demandant de conditionner toutes sortes de négociations. Je pense que nos amis peuvent saisir chacun leur député pour cela et aller voir vos députés dans votre région, dans votre département pour pouvoir demander tout ce qu'on demande ici auprès d'eux pour pouvoir faire avancer cette volonté au plus haut au niveau du gouvernement. Je ne sais pas si Simine, vous avez quelque chose à dire pour compléter la réponse de Morane.
J'ai Isabelle Pratt, je pense, qui est présente ici ce soir, qui est juriste également. Si Isabelle, bonsoir Isabelle, si vous avez la possibilité de prendre la parole et de nous donner votre avis à ce sujet également. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir voilà. Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour ces interventions extrêmement synthétiques et pertinentes à la fois, ce qui n'est pas facile vu l'ampleur du sujet. Je pense qu'effectivement, par le passé, l'organisation a déjà mis en place utilement des lettres circulaires à l'attention des différents rapporteurs spéciaux en lien avec tous les experts juridiques susceptibles d'intervenir, ce qui a contribué d'ailleurs à la reconnaissance des atrocités commises et en particulier du massacre de 1988. Pour compléter le regard qu'on peut porter sur les deux actions majeures, les deux axes majeurs proposés dans le cadre de l'Iran décrypté. Hein, j'adore ce terme, l'Iran décrypté. Voilà, on voudrait bien l'Iran transformé, mais déjà décrypté, c'est pas mal. Donc, je pense que sur ces deux axes, il y a peut-être une opportunité de réflexion, mais à prendre avec sans doute circonspection, mais quand même. Les deux États qui, au monde, pratiquent l'apartheid de genre au nom de Dieu, c'est simple, c'est l'Afghanistan et c'est l'Iran. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui pratiquent d'une manière ou d'une autre, mais à ce stade-là, ce sont les deux. L'Iran a enfin sa poursuite devant la Cour pénale internationale, avec tout ce que l'on sait des difficultés d'une poursuite devant la Cour pénale internationale. Il a quand même fallu attendre 20 ans pour que la Cour pénale internationale accepte de se saisir des questions qui lui étaient posées. Mais en fait, je suis toujours très troublée par le fait, par cette institutionnalisation de la femme tentatrice, trouble à l'ordre de Dieu et à l'impact de ces organisations théocratiques. Dernièrement, pour le hijab mal porté, on a eu l'histoire des 5000 coureuses de marathon là, qui se sont fait rappeler à l'ordre, et l'organisateur de cette course marathon dans une île iranienne a donc des soucis. Et en fait, notre objectif, c'est d'obtenir une alternative démocratique à ces régimes. Donc, les mettre au banc des nations, au plan juridique et économique, c'est important, mais pour certains d'entre eux, je prends l'exemple de l'Afghanistan. L'Afghanistan est aujourd'hui reconnu par le seul État qui le reconnaisse, c'est la Fédération de Russie. Je n'ai rien contre la Fédération de Russie en tant que telle, mais je constate. Et quand nous parlons, nous, occidentaux, au Mollah, en fait, j'ai le sentiment que parfois, ils font comme s'ils ne nous entendaient pas parce que précisément, ils considèrent que nous sommes, je ne sais pas moi, le pays des États de perdition, des Occidentaux sans intérêt. Nous sommes considérés par eux à peu près comme Trump considère l'Europe aujourd'hui. Hein, c'est à peu près ça. Donc, il me semble que peut-être il y aurait une réflexion à mener entre les organisations comme la résistance iranienne, les résistances il y a Femmes afghanes de France, autour d'une stratégie de effectivement appeler à isoler juridiquement devant les instances internationales les deux États concernés et à trouver un levier économique qui ne dépende pas seulement parce qu'en fait, le régime afghan fait semblant de considérer qu'il n'a pas besoin d'aide parce qu'il se sert de l'aide à travers l'aide qu'il reçoit par la Chine actuellement et un peu par la Russie. Donc on contourne le poids des États qui réclament l'application démocratique des droits concernés. Donc, il faudrait arriver à une mobilisation des États dont on parle peu, les BRICS ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être arriver à étendre notre conditionnement de l'Europe, c'est très bien,
mais aussi à des instances plus larges. C'est une question, hein, à des instances plus larges que les seules instances européennes. Pourquoi pas les instances interaméricaines ou les instances asiatiques? Il y a différentes organisations. Il faudrait arriver à faire que on n'est pas qu'un, me semble-t-il, hein, c'est une question. Peut-être serait-il intéressant de mobiliser des instances qui ne sont pas que celles jugées comme, entre guillemets, pro-occidentales ou je ne sais quoi, mais que des pays musulmans, soyons clairs, que des pays venus avec d'autres structures politiques, éthiques, etc., fassent valoir auprès de ces États théocratiques que la destruction d'une femme, qu'elle soit éduquée ou pas éduquée, c'est la destruction d'une femme, n'est pas l'œuvre de Dieu, n'est pas la décision divine. Je caricature, il ne s'agit pas pour nous de nous mêler de religion, mais voilà, je ne voudrais pas monopoliser, mais je pense que sur les leviers qui ont été évoqués, il faudrait peut-être arriver à sortir. On a le niveau international, on a un niveau européen avec des résolutions. J'ai l'impression qu'il nous manque des leviers dans des États qui ne sont pas pro-occidentaux. Voilà, c'est une piste, mais peut-être que vous les avez déjà explorés, hein. Voilà, je me tais. Excusez-moi. Non, merci beaucoup, Isabelle, pour votre intervention. Si vous avez quelque chose à dire, Maureen ou Simine. Je vais contribuer à répondre. Je vous en Alors, prie. et merci pour votre question et partage. Alors, si j'ai bien saisi votre propos, l'objectif serait finalement, via ces contacts autres qu'européens, occidentaux qu'on connaît classiquement, d'influencer le régime des mollahs pour qu'ils viennent finalement réformer et revoir sa politique misogyne à l'égard des mollahs. Enfin, corrigez-moi si j'ai mal saisi votre propos. Pour répondre sur ce point, moi je pense que c'est important de rappeler que aujourd'hui, le peuple iranien, et il l'a démontré notamment dans le soulèvement de 2022, qui est le soulèvement populaire qui a émergé suite à la mort de la jeune Mahsa Amini. Dans les manifestations qui ont suivi ce soulèvement, les slogans, c'était « Abat le dictateur »,« Mort à l'oppresseur, qu'il soit Shah ou Mollah ». En résumé, le peuple appelle à la fin de la dictature monarchique. Le peuple ne veut plus, le peuple iranien, je pense qu'il est devenu conscient au fur et à mesure, là ça fait depuis 1979 qu'on a les mollahs au pouvoir. On a eu des phases de soi-disant réformateurs qui sont arrivés au pouvoir et que finalement la situation en particulier des femmes n'a pas changé, ce régime est resté misogyne parce qu'il est par nature misogyne. Et donc le constat, la conclusion à laquelle je pense que l'immense majorité des Iraniennes et des Iraniens est arrivée, c'est que ce régime n'est pas réformable. Donc moi, je pense qu'en réponse à ce que vous indiquez, je pense qu'il est totalement vain et inutile de chercher à influencer le régime des mollahs de manière à ce qu'il change ses politiques à l'égard des femmes, qu'il soit plus respectueux des libertés des femmes et voilà, de manière générale vis-à-vis voilà, qu'ils deviennent, disons, un régime plus respectueux des droits humains. Ça, je pense que c'est totalement voilà, vain de le penser. D'ailleurs, le peuple iranien appelle à un changement de régime total et non pas à des réformes. Donc, si vous voulez, je pense que la stratégie que personnellement, je considère comme efficace, ce serait d'actionner tous les leviers qui viseraient à affaiblir ce régime et de manière à permettre au peuple ensuite en Iran et la résistance de le renverser plus facilement. C'est ainsi que voilà, je vais intervenir. Je ne sais pas, peut-être Simine, n'hésitez pas, Simine Azadeh, à compléter. Juste un point, je n'ai pas du tout de doute sur le fait que le peuple iranien veut renverser la dictature, et je suis tout à fait d'accord. C'est pas mon propos. Mon propos est de dire, pour affaiblir un régime, j'entends internationalement et juridiquement.
C'est-à-dire quand on dit on veut couper la diplomatie, l'économie, donc tout ce qui alimente ce régime, il se trouve que nous l'alimentons encore un peu, mais de moins en moins pour des raisons diverses. Mais bon, bref. En dehors de la question de la reconnaissance du caractère terroriste, ça je pense qu'on peut l'obtenir, c'est peut-être un peu plus proche que d'autres choses. Le caractère terroriste des gardiens de la Révolution, je pense que c'est bien en marche. En revanche, sur le fait de conditionner l'existence même de relations diplomatiques, c'est-à-dire couper les relations diplomatiques, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc le fait de les couper, je vais vous dire, l'État iranien, s'agissant d'un certain nombre d'États occidentaux, au jour d'aujourd'hui, à mon avis, il n'en a rien à cirer. Voilà, pour être très clair. Donc, mon idée, ma tentative, non pas de l'influencer, je ne pense pas un seul instant que la théocratie se réforme miraculeusement. En revanche, je pense que l'habillage du droit théocratique et notamment le niveau, parce qu'aujourd'hui on a un niveau effroyable de condamnation à mort à répétition, macabre. Il y avait d'ailleurs une petite vidéo je ne sais plus lequel d'entre vous qui évoquait combien c'était douloureux d'avoir l'espèce de litanie chaque jour, de se lever le matin et de voir qu'une nouvelle personne était ajoutée à la liste. Donc une horreur, et une horreur qui se propage dans le temps avec tout ce que ça veut dire sur plusieurs générations. Donc il me semble que d'autres organisations internationales qui ont un mot à dire s'agissant de l'Assemblée générale des Nations unies, s'agissant d'assemblées régionales, s'agissant même de la CIJ sur d'autres choses, avec des avis de la Cour internationale de justice, il me semble que là où il y a d'autres États, y compris non pas théocratiques, mais avec une composante musulmane dans leur… Je prends par exemple l'Indonésie, je prends cet exemple. L'Indonésie étant un pays musulman, mais qui reconnaît d'autres pratiques religieuses, même si ce n'est pas le plus simple à gérer. Il me semble que peut-être cette piste de position internationale de pays qui conditionneraient eux aussi la poursuite ou la continuation de leurs relations diplomatiques avec cet État tyrannique, pourrait peut-être, voilà, c'était ça, c'était l'hypothèse d'un levier supplémentaire, pas seulement occidental. Et sur le fait que le peuple iranien se libérera tout seul, ça on est bien d'accord, et qu'il ne nous attend pas, c'est sûr aussi. Attendez, je ferme parce que… Merci beaucoup, merci. J'ai tout à fait compris ce que vous vouliez dire. Je pense que Simine a quelque chose à dire à ce sujet parce que, bon, au niveau des instances internationales, Simine très régulièrement est présente dans les sessions à Genève, donc de l'ONU à Genève. Donc, je pense qu'elle pourra vous répondre sur ce point. Oui, merci Azadeh, merci Madame Pratt. Si vous voulez, nous discutons beaucoup avec les représentants des différents pays qui siègent à Genève pour leur expliquer ce qui se passe en Iran, mais pour leur demander de nous aider, étant donné qu'ils sont au courant des relations un peu partout. Mais le cas de l'Iran est un peu spécial, c'est-à-dire, je me permettrai de ne pas, si vous voulez, mettre la République islamique à côté des talibans d'Afghanistan, parce que le régime iranien a énormément de ressources que les talibans n'ont pas du tout, donc ils sont, eux, à la merci de la Chine et de la Russie, mais le gouvernement iranien est à la merci du peuple iranien parce qu'il a pillé vraiment tout ce qui avait ressources en Iran et il est là pour, si vous voulez, dépenser tout ça pour sa survie. L'histoire de s'accrocher à tel ou tel pays musulman qui soit… Je ne sais pas, on a essayé, mais si vous voulez, ces pays musulmans ont leurs soucis internes et ne viendront pas aider le peuple iranien. Et comme Mohan a dit, c'est le peuple iranien qui aura, si vous voulez, la dernière page de ce régime, et sachant qu'il y a une évolution incroyable au niveau de la jeunesse
et au niveau des femmes iraniennes qui sont à tel point conscients de ce qui se passe dans leur pays. Et même ici, si vous voulez, quand on a commencé il y a 30 ans, on n'était que quelques femmes volontaires iraniennes et franco-iraniennes à commencer, si vous voulez, à se regrouper dans le but de faire quelque chose. On a commencé par rechercher un peu dans les lois de la République islamique ce qu'il y a contre les femmes et les filles, etc. On a commencé comme ça. Mais petit à petit, moi, pendant ces 30 années, je vois l'évolution de la pensée des femmes et des jeunes. Actuellement, il y en a beaucoup qui viennent d'Iran, qui quittent l'Iran, qui sont tellement conscientes de ce qui se passe. Elles sont tellement conscientes de leurs droits, ce qui n'était pas le cas il y a des années. Donc, moi, personnellement, bien qu'on fait beaucoup d'activités au niveau international notre rôle est pour faire entendre ce qui se passe en Iran, dans le monde entier, mais en même temps, à ce stade, franchement, je ne compte que sur les Iraniens, que sur ce peuple qui a fait 3 révolutions au XXe siècle, qui a fait 3 soulèvements presque nationaux durant ces 5 dernières années. Et je ne compte que sur les Iraniens. Merci Simine. Effectivement, le peuple iranien compte que sur lui-même et renversera ce régime, bien entendu, par ses propres moyens et parce que la jeunesse iranienne a soif de liberté, tout simplement, et qu'il en a ras-le-bol de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau des femmes et au niveau de tous les citoyens iraniens. Alors, j'ai 2 questions qui m'ont été envoyées par des personnes. Peut-être que Simine, tu pourras répondre. Pourquoi des prisonniers comme le champion du boxe deviennent-ils des cibles symboliques du régime et quel impact cela a-t-il sur la société iranienne? Moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, le régime est en train de se venger à tous ceux qui ont participé de près ou de loin dans les dernières manifestations et soulèvements. Et il a commencé, moi je me rappelle par exemple, après le soulèvement de 2022, comment il s'est vengé contre les élèves, les fillettes dans les primaires en leur envoyant du gaz pour les empoisonner. Ils ont gazé les fillettes dans les écoles. Imaginez-vous, c'est un tel état incroyable. Mais je crois qu'il est en train de se venger à tous ceux qui sont contre lui. Et dès qu'il a la possibilité d'attraper quelqu'un, il attrape. Donc, ce champion qui est très populaire d'ailleurs, fait quand même, je sais pas, un cible favori. Mais en même temps, je crois que il peut pas continuer comme ça. Déjà, le nombre des prisonniers, des prisonniers politiques, le nombre des exécutions partout dans nos rencontres avec les gens qui sont bien situés pour savoir, ils disent, écoutez, nous sommes conscients de ce qui se passe en Iran, mais sachez que ça montre la faiblesse de ce régime. Parce qu'un régime qui est supporté par son peuple ne s'attaque pas à un boxeur. 57 femmes en 2025, c'est incroyable. Donc, c'est sa faiblesse qui est montrée. Et merci, voilà. Simine, merci. Comment dire. Morin, tu as quelque chose pour compléter? Alors, je pense que Madame Robin a levé la main.
Sinon, j'ai une autre question pour vous. Les exécutions ne font-elles pas peur aux gens et rendent-elles pas les protestations plus difficiles? Alors, je veux Qu'est-ce que bien vous en pensez, répondre à Marwan? ce point. Alors, ça, c'est effectivement, c'est la stratégie du régime, hein. Le fait d'accroître les exécutions comme il le fait ces derniers mois, années, l'objectif, c'est d'accroître la peur, la terreur, faire taire une population. Ça, c'est l'objectif du régime. Dans les faits, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce n'est pas efficace. Pourquoi? D'une part, je vais vous citer 2 éléments pour démontrer que cette stratégie n'est finalement pas efficace. Le premier point, c'est on voit, et je crois qu'on en est à la 96e ou 17e semaine de grève de la faim des prisonniers politiques. Alors, il y a une campagne qui s'appelle les mardis de non aux exécutions. C'est une campagne qui a démarré donc, il y a 96 ou 97 semaines maintenant, dans une prison donnée, et qui est étendue aujourd'hui à 55 ou 56 prisons à travers tout le pays. Cette campagne, c'est une campagne de tous les prisonniers qui, tous les mardis, se mettent en grève de la faim pour dire non aux exécutions. Donc, la résistance, ça illustre quoi? C'est que la résistance, on la voit même derrière les geôles du régime. Même en prison, il y a de la résistance, les prisonniers résistent via ces actions d'ampleur, hein, qui est aujourd'hui, voilà, d'ampleur dans la durée et en nombre de prisons. Ça, c'est un premier exemple pour illustrer finalement que la résistance continue malgré la terreur que le régime essaye d'instiller. Le second élément que je voulais mentionner, c'est les actions des unités de résistance à travers le pays. Alors, les unités de résistance, c'est quoi? C'est des groupes de 2, 3, 4, plusieurs Iraniennes et Iraniens à l'intérieur du pays, à travers tout le pays, qui mènent des actions de résistance qui vont de écrire des slogans hostiles au régime sur les murs ou en faveur de la résistance, détruire les symboles du régime, les portraits des dirigeants, des actions qui se sont développées, multipliées par milliers et milliers ces derniers mois en particulier. Donc, voilà, ça, c'est des faits qu'on constate et, via les informations qui nous arrivent du pays. On voit que ces actions, elles sont de plus en plus nombreuses. Donc, de fait, la résistance des Iraniennes et Iraniens n'a pas été interrompue du fait de cette tentative stratégie de terreur que le régime essaye de mettre via l'augmentation des exécutions. Donc, pour répondre à votre question, via ces 2 éléments que je viens de vous partager, je pense que cette stratégie n'est pas efficace, de fait, puisque les Iraniens continuent de résister. Tout à fait, Morane. Merci pour cette réponse très, très claire. Madame Robin, est-ce que vous avez levé la main? Non, c'est une erreur, Anne. D'accord. Donc, alors, j'ai une question dans les commentaires de Virginie Kadek. Comment peut-on montrer au peuple iranien que nous les soutenons? Peut-on les rencontrer par visio, par exemple, pour leur remonter le moral? J'espère que ma question n'est pas trop ridicule. Pas du tout. En début avant de commencer nos questions-réponses, j'ai évoqué ce que nous pouvions faire pour justement soutenir le peuple iranien et pour leur montrer que nous les soutenons. Je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là ou pas. J'ai évoqué que chacun d'entre vous pouvait… oui, d'accord. Chacun d'entre vous pouvait contribuer, par exemple, en obtenant le soutien des maires de vos communes, parce que nous menons une campagne auprès des mairies pour collecter des signatures des maires de France. Jusqu'à présent, nous avons réussi à en avoir 1500. Et donc, pour atteindre notre objectif de 2000, chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous peut nous aider dans cette campagne, ou également
vous pouvez nous aider à organiser des expositions justement pour dans différentes mairies, des emplacements à travers la France pour dénoncer ce qui se passe en Iran, les violations flagrantes des droits humains, la montée des exécutions, ce qu'on fait subir aux femmes iraniennes. Tout cela doit être montré davantage aux Français, par exemple, pour que le peuple iranien puisse, de son côté, avoir un écho de ce que nous faisons. Donc, vous pouvez aussi participer à nos manifestations, aux conférences que nous organisons. Et puis, si vous ne pouvez pas, ni l'un ni l'autre, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez nous aider financièrement dans la réalisation de nos différentes campagnes parce que ces campagnes ont quand même un coût important. Donc ça, c'est ma réponse puisque vous étiez arrivé en retard. Si Simin ou Maron, vous avez quelque chose à dire pour compléter. Mais en tout cas, sachez que tout ce que nous faisons aujourd'hui à travers le monde, via nos expositions, nos différentes manifestations, tout ça est relayé dans les réseaux sociaux, dans les télévisions de la résistance iranienne. Donc, le peuple iranien voit ce que vous faites pour les soutenir, donc, et qui leur réconforte, je pense, réellement. Donc, il faut continuer cela. Oui, mais à part les maires, vous pouvez également voir avec vos députés, Tout à fait. vos sénateurs, vos députés, et ça, c'est très efficace. Je me permets, Azadeh, de rajouter à ce que Mohan a très justement dit. Peut-être il faut expliquer pourquoi les mardis, les prisonniers se mettent en grève. Ça a commencé, si vous voulez, par la prison d'Evin au début, secteur des femmes, et ensuite à Rezel Hessar, parce qu'ils amenaient les prisonniers pour être exécutés les mardis. Donc, ces prisonniers se sont mis en grève de la faim, justement pour empêcher, si vous voulez, ce transfert. D'autres choses que j'aimerais rajouter aux activités des Iraniens contre les exécutions, c'est la réunion des familles devant les prisons en Iran. Pas seulement les familles des condamnés à mort, mais il y a beaucoup de familles maintenant qui se réunissent devant les prisons, justement, en ayant, par exemple, des pancartes « non aux exécutions », etc., avec leurs enfants, avec leurs grands-parents, devant les prisons, justement, pour réclamer l'arrêt des exécutions en Iran. Voilà. Merci, Simin. J'ai une autre question de Kat qui dit « En ce moment, on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux montrant les femmes sans voile, les jeunes faire la fête. Est-ce une campagne de désinformation à grande échelle ou y a-t-il une certaine liberté offerte en ce moment pour engager, pour gagner en popularité auprès des Occidentaux ?» Alors, je peux commencer à répondre. Alors, en effet, on voit des images de femmes qui portent de manière partielle ou pas du tout le voile. Ce que vous dites est absolument juste. Alors, de fait, après le soulèvement de 2022, on est témoin de plus en plus de femmes qui, dans certains quartiers, ce n'est pas un phénomène généralisé dans tout le pays, en particulier dans le nord de Téhéran, les quartiers huppés de Téhéran, les femmes portent peu ou pas le voile, beaucoup de femmes. Voilà. Ça, pour moi, c'est en réalité une concession partielle du régime parce qu'il sait, de nouveau, comme on l'a dit
à plusieurs reprises, il sait que le peuple veut son renversement, qu'il est détesté par le régime. Il se maintient on l'a dit, par les exécutions, etc. Et donc, en fait, pour ne pas entraîner un autre soulèvement comme celui de 2022 qui, cette fois, conduirait à la chute du régime, il cède de manière partielle sur certains aspects, notamment peut fermer ponctuellement, et ce n'est pas tout le temps, hein, parce que la loi du régime des mollahs reste la même, elle n'a pas été modifiée concernant le port obligatoire du voile. Et donc, voilà, il y a des concessions partielles qu'on constate. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est une situation satisfaisante pour les Iraniennes en particulier, parce que les lois misogynes restent, que c'est de manière disparate à travers, en fonction de certains quartiers où on constate des femmes qui ne portent pas le voile. Et je voudrais quand même rajouter le fait que le soulèvement de 2022 et ce qu'ont réclamé les femmes et le peuple iranien dans son ensemble, ce n'est pas juste la liberté de ne pas porter le voile, mais bien réclamer une démocratie, des libertés, liberté d'expression, liberté politique, civile, sociale. Enfin, la lutte du peuple iranien ne se limite pas à l'obtention de la liberté vestimentaire, même si elle est cruciale, cette liberté vestimentaire de porter, en l'occurrence, ou de ne pas porter le voile, mais elle ne se limite pas, la lutte, à ce point-là. Tout à fait, Morane, merci pour ta réponse. Tu as très, très justement dit que le régime iranien a fait une concession vraiment partielle parce que justement après 2022, il se sentait obligé de faire quelque chose pour essayer de calmer les choses, si on peut dire. Mais il faut savoir que très récemment, il a reconduit encore des lois pour remettre en place sous autre nom la police de mœurs qu'il avait comment dirais-je, complètement, enfin, il avait dit qu'il mettait fin à cette police des mœurs. Il en a refait une autre sous une autre appellation et notamment dans les dernières semaines, Khamenei, le guide suprême des mollahs, et EGI, qui est responsable des instances juridiques de ce régime, ils ont insisté sur le fait qu'il faut se battre contre les personnes qui ne respectent pas les lois du hijab islamique, et il faut vraiment contrer ce genre de personnes. Donc, non, normalement, c'était vraiment un cas pour quelques temps, et maintenant, ils sont en train de resserrer un petit peu les choses, et les vidéos qu'on voit, c'est plutôt pour essayer de dire que voilà, tout a changé, que voilà, comme vous avez dit, c'est une sorte de faire du cinéma pour l'Occident, pour dire que voilà, nous avons changé, les femmes iraniennes ne portent plus de voile. Et j'ai une autre question, je pense, attendez, si je ne me trompe pas, avant de finir, sachant que c'est Bouddha Aposta et qui nous demande, sachant que les exécutions des opposants politiques font partie de la nature même des régimes totalitaires dont l'Iran, comment de simples actions étrangères pourraient empêcher des exécutions? Vous voulez répondre, Marwan? Je laisse Simine cette fois répondre. Simine. Je pense qu'elle a été… elle est là. Une simple action à l'étranger, non, on ne peut pas. Mais ça nous est arrivé, si vous voulez, de mobiliser l'opinion publique en Occident, aux États-Unis et les autres pays pour faire des demandes, parce que Amnesty International ou les autres ONG
demande au pouvoir juridique en Iran d'arrêter ça, parce que ça, c'est pas nous. Nous ne demandons rien au régime iranien. Mais si vous voulez, par la mobilisation internationale au niveau de beaucoup de ONG et surtout en ce qui concerne, par exemple, l'ONU et le Conseil des droits de l'homme, on arrive à arrêter certaines exécutions. C'est arrivé déjà. Mais il faut que la mobilisation soit vraiment comme il faut. C'est pour ça que je rejoins Azadeh pour vous demander à nous aider justement dans ces campagnes au CSTHI ou chez nous ou d'autres ONG. Quand on se réunit vraiment pour demander quelque chose, ça répond. Ça répond. Mais bon, le régime iranien continue toujours à exécuter, mais il faut qu'on soit vigilant pour l'arrêter le plus possible. Merci beaucoup. Merci Simine pour ta réponse. S'il n'y a pas d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ou poser des questions, je pense que nous arrivons à la fin de notre temps. Voilà, c'était prévu qu'on arrête à 21h30, donc c'est très bien. Je voulais vraiment remercier de tout cœur Moran et Simine pour avoir donné leur temps et nous avoir accordé ce moment et pour vos belles interventions de ce soir. Et puis, je voudrais aussi remercier tous les participants, toutes et tous les participants à cette visioconférence, nos amis et nos soutiens. Je voudrais aussi dire que grâce à vous, grâce à vos soutiens sur le réseau, notamment notre compte Instagram, je voudrais vous annoncer que nous arrivons maintenant depuis un an, presque un an, à 15 000 followers. Donc, c'est une belle victoire, c'est une grande avancée. Donc, il faut continuer, il faut mettre des commentaires, il faut essayer de relayer les vidéos ou les informations que nous postons pour pouvoir augmenter le nombre de followers et puis pour faire entendre la voix des Iraniens qui sont en prison et qui sont dans la grande prison qui s'appelle l'Iran. Donc, merci vraiment à toutes et à tous pour avoir participé à cette visioconférence. Je vous souhaite une très belle soirée.